La veille de mon mariage, je suis passé chez ma sœur avec un grand sourire. Mais en arrivant dans le couloir, je l'ai entendu murmurer avec nos parents. Et mon monde entier s'est effondré. Lorsque je suis rentré à Charleston après mon déploiement au Koweït, toute ma famille a agi comme si j'entrais dans une vie parfaite. Mes parents ne pouvaient s'empêcher de sourire, et chaque voisin qui me voyait m'appelait notre héroïne. L'attention ne me dérangeait pas, mais ce que j'ai vraiment remarqué, c'est à quel point mes parents voulaient que le mariage à venir ressemble à l'événement de l'année. Ils étaient fiers de moi pour avoir servi, certes, mais ils étaient encore plus fiers que j'allais épouser Derek Colligne, l'homme qui, selon eux, cochait toutes les cases. L'essayage de la robe de mariée fut la première fois que j'ai réalisé la pression qui pesait sur ce mariage. Ma mère se tenait là, les larmes aux yeux, tandis que la couturière ajustait la robe. « Tu ressembles à tout ce que j'ai toujours rêvé que tu sois », murmura-t-elle. Je voulais lui sourire sans trop réfléchir, mais au fond, mon estomac était noué. Une robe de mariée, une mère fière, une scène parfaite. Tout criait la stabilité. Pourtant, une partie de moi ne cessait de murmurer que la stabilité peut être mise en scène aussi facilement que le chaos. Brooke, ma sœur aînée, était au premier plan dans la boutique. Elle avait tout planifié, des fleurs à la restauration en passant par la liste des invités. Elle portait un presse-papier comme si elle menait un procès aux enjeux. C'est sa personnalité. C'est une avocate. Elle prospère dans le contrôle et elle s'assure que tout le monde le sache. Brooke lançait des ordres sur l'heure à laquelle le photographe devait arriver et sur la manière dont le groupe devait s'en tenir au calendrier qu'elle avait créé. Elle le disait avec ce ton tranchant qui rendait les gens trop effrayés pour répliquer. Je me disais que ce n'était pas grave, que Brooke voulait juste que les choses se passent bien. Mais la façon dont elle n'arrêtait pas de me corriger, comme quand j'ai dit que je préférerais peut-être les roses aux lys, me faisait me demander de qui était vraiment ce mariage. Derek, mon fiancé, souriait poliment à travers tout cela. Il avait l'air de ne pas avoir un souci au monde. Il me donnait un de ces demi-sourires que les gens arborent quand ils savent qu'ils n'ont rien à faire parce que quelqu'un d'autre s'occupe du gros du travail. Ce quelqu'un, dans ce cas, était Brooke. Plus tard dans la soirée, à la maison, papa s'est servi un verre et a commencé à se vanter de la façon dont Derek serait un ajout solide à la famille. C'est un homme d'affaires ambitieux, Lindsay, m'a-t-il dit. Comme si je n'étais pas consciente de l'homme que j'allais épouser. C'est ce dont tu as besoin. Quelqu'un avec la motivation pour te suivre. J'ai hoché la tête. Même si je n'étais pas sûr que l'ambition soit la qualité que j'appréciais le plus. Dans l'armée, l'ambition sans discipline blesse les gens. À la maison, l'ambition sans honnêteté peut déchirer une famille. Maman continuait à énumérer des détails sur la liste des invités, sur qui était assis à côté de qui, et sur la façon dont la société de Charleston bruissait du mariage des Whittaker-Colligne. Tout le monde en parle, a-t-elle dit avec un sourire. C'est la partie qui me serrait la gorge. L'enthousiasme des autres semblait compter plus que le fait que je sois réellement prête. Il ne s'agissait pas de m'unir à quelqu'un que j'aimais. Il s'agissait de l'image de la famille. Brooke est passée par la maison le lendemain matin comme si elle possédait l'endroit. Elle avait Derek avec elle et ils se sont assis à la table de la cuisine comme s'ils organisaient une conférence de presse. Brooke a commencé à parler du dîner de répétition, de la manière dont les discours devaient être courts, de la façon dont je devais éviter de mentionner quoi que ce soit de trop militaire car cela pourrait ne pas plaire à certains des invités plus âgés. Cela m'a agacé. Trop militaire ? Ai-je demandé, levant un sourcil. Brooke a juste souri de ce sourire froid d'avocate et a dit, c'est ta journée, Lindsay, mais restons concentrés sur le mariage, pas sur ta carrière. Le truc avec Brooke, c'est qu'elle a toujours l'air raisonnable si l'on ne connaît pas le contexte. Pour les étrangers, elle est l'incarnation du sang-froid. Pour moi, elle a toujours été la voix de la compétition depuis notre enfance. En grandissant, si j'obtenais un prix, Brooke devait faire mieux. Si je me faisais un ami, Brooke devait voler la vedette. Maintenant, nous étions assises face à table, et elle gérait mon mariage comme si c'était le plus grand cas de son cabinet. Derek n'a pas dit grand-chose. Il s'est penché en arrière, sirotant son café comme si tout était normal. Il avait l'air à l'aise, et peut-être que c'est ce qui m'agaçait. Je voulais qu'il intervienne pour dire que c'est le mariage de Lindsay, pas celui de Brooke. Mais il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il a joué le fiancé charmant, hochant la tête aux suggestions de Brooke comme si c'était elle qui allait l'épouser. Ce soir-là, allongé dans ma vieille chambre, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle tout s'était déroulé.
Au Koweït, j'étais concentré sur mon unité, mes responsabilités, et la vigilance constante qui accompagnait le service à l'étranger. De retour à la maison, j'avais l'impression d'être entré dans une pièce de théâtre déjà écrite, avec Brooke comme réalisatrice. J'étais l'actrice principale, mais je ne me souvenais pas m'être inscrite pour ce rôle. Le lendemain, nous avons eu une autre réunion sur le lieu de la cérémonie. Maman et papa rayonnaient, parlant des plans de table, tandis que Brooke se disputait avec le coordonnateur concernant l'horaire de la cérémonie. Je me tenais là dans mon uniforme, car je venais d'une réunion avec l'unité de réserve. Le contraste entre ma vie dans l'armée et la perfection mise en scène du monde des mariages était frappant. Mon uniforme représentait les règles, l'honneur et des responsabilités claires. Le mariage, en revanche, semblait être un jeu de miroir conçu pour l'approbation de tous les autres. Brooke m'a surprise en train de la regarder pendant qu'elle parcourait ses notes. Elle s'est arrêtée une demi-seconde, m'a lancé un regard mi-avertissement, mi-suffisance, puis a repris ses ordres. Ce regard m'a marqué. C'était le genre de regard qui disait « Je contrôle et tu ne sais même pas ce qui se passe vraiment ». J'ai ignoré le moment, mais cela a semé une graine que je ne pouvais ignorer. Au moment du dîner de répétition, je sentais déjà la tension me tirailler. Ma famille souriait, mes parents rayonnaient, Derek jouait le rôle du futur gendre parfait, et Brooke planait comme si elle tirait les ficelles. Tout le monde pensait que c'était le début de mon conte de fées. Je me répétais qu'il était normal d'être nerveuse avant un mariage. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas seulement nerveuse. J'étais perturbé. Quelque chose n'allait pas. Et le petit sourire suffisant de Brooke m'avait dit qu'elle savait exactement ce que c'était. Ma main se serra autour du verre d'eau que je tenais tandis que Brooke se penchait vers maman. Sa voix était basse mais tranchante, comme si elle se fichait que je l'entende. Une fois que Lindsay sera mariée, tout dans cette famille changera. Les gens nous verront différemment. Elle a dit cela comme une promesse, pas comme une célébration. Maman a souri comme si c'était une sorte de bénédiction, mais le ton de la voix de Brooke ne sonnait pas comme de la fierté. Cela sonnait comme si elle venait de conclure une affaire. Je me suis recroquevillé sur ma chaise et je me suis forcé à ne pas réagir. Grandir avec Brooke m'avait entraîné pour des moments comme ceux-ci. Elle savait toujours comment glisser ces petites remarques qui la faisaient se sentir plus grande et moi plus petite. Quand j'avais 10 ans et que j'ai gagné un prix scolaire, Brooke a dit aux voisins que c'était mignon. Quand je suis rentré de l'entraînement de base, Brooke a appelé ça un joli passe-temps. Maintenant, à 2 jours de mon mariage, elle avait pris en charge tout l'événement comme si c'était sa scène. Derek est entré dans le salon quelques minutes plus tard, se brossant les manches comme s'il venait de terminer un appel d'affaires important. Il m'a embrassé sur la joue, a souri à mes parents, et s'est assis juste à côté de Brooke pour parler de la disposition des sièges. C'était étrange. Il ne m'a même pas demandé si j'avais une opinion. Il a juste laissé Brooke lui dire ce qui serait le mieux pour les apparences. Ce mot me donnait la chair de poule. Les apparences. Je n'étais pas sûr si nous organisions un mariage ou un communiqué de presse. J'ai essayé de me concentrer sur les aspects positifs. Derek était stable, poli, savait toujours parler à mon père sans avoir l'air de se vanter. Il s'assurait que maman reçoive des fleurs pour son anniversaire et ne manquait jamais un dîner de fête. Sur le papier, il était parfait. Mais ensuite, je me suis souvenu des petites choses qui n'allaient pas. Les appels auxquels il ne répondait jamais avant des heures. La façon dont il remettait son téléphone dans sa poche un peu trop rapidement quand j'entrais dans la pièce. Le fait qu'il ne dise jamais « je t'aime ». D'abord, c'était toujours moi et il me répétait juste avec un sourire. Ces détails étaient faciles à ignorer dans l'armée. Le déploiement vous fait douter de tout. Vous vous dites que vous êtes juste paranoïaque, que se méfier fait partie du travail. Mais maintenant que j'étais rentré, chaque détail me semblait faire partie d'une image plus grande, une que je n'avais pas voulu voir. Brooke a feuilleté son presse-papier à nouveau et a commencé à attribuer des tâches pour le dîner de répétition. Lindsay, tout ce que tu as à faire, c'est d'être à l'heure et de sourire. Derek et moi nous sommes déjà occupés du reste. Elle ne m'a même pas regardé en disant cela. Derek m'a donné à nouveau ce demi-sourire comme s'il était d'accord. Ma mâchoire se serra si fort que j'ai cru que mes dents allaient craquer. Papa est intervenu avec un toast, levant son verre. À Lindsay et Derek, le couple parfait. Tout le monde a trinqué et j'ai forcé un sourire tandis que le mot parfait résonnait dans ma tête. Parfait pour qui? Parfait pour quoi? Cette nuit-là, de retour dans ma chambre,
j'ai ouvert le coffre en cèdre au pied de mon lit. Il était rempli de linge et de souvenirs que mes parents gardaient depuis mon enfance. Des choses qu'ils pensaient que j'utiliserais dans ma vie de femme mariée. Cela semblait lourd d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant, comme si cela me pesait avec des attentes auxquelles je n'avais pas consenti. Mon téléphone a vibré et c'était Derek. Il m'a appelé le soleil. M'a dit qu'il avait hâte à la répétition de demain. Sa voix était chaleureuse, rassurante, presque suffisante pour me calmer. Presque. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du lit, fixant la robe de mariée suspendue dans la penderie. Elle était magnifique. On ne peut le nier. Mais pour une raison quelconque, elle ressemblait plus à un costume qu'à une promesse. J'ai appuyé mes mains sur mes genoux, essayant de me convaincre que chaque marié a le trac. C'était l'explication logique. Mais le sentiment de malaise qui me traversait n'était pas lié à la nervosité. Il s'agissait de contrôle. Le contrôle de Brooke, le silence de Derek. L'obsession de mes parents pour les apparences. Le lendemain, au dîner de répétition, la tension dans ma poitrine n'avait pas disparu. Le restaurant était rempli de familles, d'amis, de voisins, et de nombreuses personnes que je connaissais à peine. Tout le monde était habillé pour impressionner, désireux de voir le grand mariage militaire qui était censé mettre notre famille sur la carte. Maman rayonnait face aux compliments. Papa serrait des mains comme s'il se présentait à une élection, et Brooke flottait comme si elle était la star de la soirée. Lorsque Derek s'est levé pour remercier tout le monde de leur présence, ses paroles étaient fluides, répétées, presque trop polies. Il a remercié Brooke pour son aide à l'organisation, et la salle a éclaté en applaudissements pour elle. Je me suis assise là, souriant à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, je voulais hurler. C'était mon mariage, mais Brooke était celle que tout le monde semblait admirer. Je me suis excusé un moment et je suis sorti. L'air frais de Charleston m'a frappé le visage, et j'ai fermé les yeux, prenant une profonde inspiration. Mon estomac s'est noué en pensant à la conversation que j'avais surprise, au sourire suffisant que Brooke n'arrêtait pas de me lancer, et à la façon dont Derek semblait plus son partenaire que le mien en ce qui concerne la planification. Debout sous le lampadaire, j'ai essayé de repousser les doutes. Je me suis dit que j'en faisais trop. Que Brooke était juste Brooke, compétitive, contrôlante, mais finalement, membre de la famille. Que Derek la laissait diriger le spectacle pour maintenir la paix. Que demain, une fois que j'aurais descendu l'allée, tout serait différent. Mais quand je suis rentré et que j'ai croisé le regard de Brooke à travers la pièce, elle m'a souri comme si elle savait déjà comment l'histoire se terminait. Ce sourire m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne dirigeait pas seulement le mariage, elle me dirigeait. Et le pire, c'est que je ne savais même pas pourquoi. La nuit avant le mariage, j'ai dit à maman que je sortais pour une courte promenade pour me changer les idées. Elle pensait que j'étais juste nerveuse et m'a donné ce doux sourire que les mères donnent quand elles pensent que leur fille est sur le point de commencer une nouvelle vie parfaite. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais besoin de voir Derek une dernière fois. Je voulais être rassuré, quelque chose de solide, n'importe quoi pour calmer les doutes qui s'accumulaient dans ma poitrine. Les rues de Charleston étaient calmes ce soir-là, le genre de calme qui précède une tempête. Les lumières des porches brillaient et les voisins faisaient signe en passant, lançant des bénédictions pour demain. J'ai souri en retour comme si j'étais la femme la plus chanceuse du monde, même si mon estomac était noué. L'endroit de Derek n'était pas loin de celui de Brooke, à quelques pâtés de maison. Quand je suis arrivé à son immeuble, les fenêtres étaient éclairées et une voiture que je reconnaissais comme étant celle de Brooke était garée devant. Mon pouls s'est accéléré instantanément. J'ai gravi les marches, mes talons claquant sur le bois, et j'ai attrapé la poignée de la porte. C'est là que je me suis figé. La voix de Derek est venue à travers les murs fins, calme et décontractée. Mais les mots ont fait que mon corps s'est raidi. Maman, arrête de t'inquiéter. Tout est sous contrôle. Je suis resté immobile, retenant mon souffle, attendant la chose naturelle qu'il dirait, qu'il m'aimait, qu'il avait hâte à demain. Au lieu de cela, la voix de Brooke a flotté, tranchante, mais calme. Tant que Lindsay fait sa part, ce marché est infaillible. Le mariage scelle tout. Ma main a glissé de la poignée de porte. Marcher ? Ma poitrine s'est serrée. Brooke n'était pas censée être là. Elle était censée être à la maison, probablement en train de réorganiser son presse-papier pour la 100e fois. Au lieu de cela, elle était là avec Derek, parlant de moi comme si j'étais un investissement. Derek a ri, le son décontracté, presque ennuyé. Elle est facile à gérer.
Elle veut croire que ce mariage est une affaire d'amour. Elle ne le remettra jamais en question avant qu'il ne soit trop tard. Les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quoi d'autre que j'avais vécu dans l'armée. Facile à gérer, comme si j'étais une soldat débutante trop naïve pour voir le piège devant elle. Leur conversation a continué, chaque mot coupant plus profondément. Derek a clairement expliqué comment les connexions de mon père dans le gouvernement de la ville étaient inestimables. Comment le projet de logement pour vétérans injecterait des millions dans l'entreprise. Comment l'utilisation de mon service militaire dans le récit familial rendait le tout intouchable. Brooke est intervenue comme une fière partenaire commerciale, expliquant comment elle avait tout mis en place, même la couverture médiatique. Je me suis appuyé contre le mur, serrant la rambarde pour garder l'équilibre. L'air semblait mince, comme si je n'en avais pas assez dans mes poumons. Je voulais entrer en trombe, leur crier dessus à tous les deux, exiger de savoir depuis combien de temps cette trahison se déroulait sous mon nez, mais je ne pouvais pas bouger. Puis est venue la partie qui m'a presque fait vomir. Derek a baissé la voix, mais elle était encore claire. En plus, Brooke, tu as toujours su que Lindsay n'est pas faite pour des affaires comme celle-ci. C'est une soldate. Elle suit les ordres. C'est pourquoi ça marche. Elle n'ira jamais contre la famille. Brooke n'a pas contesté. Elle a ri. Ce rire était plus tranchant que n'importe quelle insulte qu'elle m'avait jamais lancée en grandissant. C'était le rire de quelqu'un qui pensait avoir finalement gagné la compétition de toute une vie entre sœurs. Mes jambes tremblaient et je me suis recroquevillé en descendant les marches, le son de leur voix me déchirant encore. L'air nocturne semblait plus froid qu'il ne l'avait été quelques minutes plus tôt, et je n'arrêtais pas d'entendre le mot soldate résonner dans mes oreilles. Ils ne me voyaient pas comme une mariée ou même comme une membre de la famille. J'étais juste le pion dont ils avaient besoin pour encaisser leur complot. Au moment où j'ai atteint le bout de la rue, ma vision était brouillée par les larmes. Je ne savais pas comment je suis rentré à la maison. Mais soudain, j'étais dans ma vieille chambre, regardant la lueur de la robe de mariée suspendue à moitié hors de la penderie. La dentelle et la soie qui semblaient magiques hier ressemblaient maintenant à l'uniforme d'une fraudeuse. Maman a frappé doucement à la porte, demandant si j'allais bien. J'ai marmonné quelque chose sur la fatigue et j'ai tiré la couverture sur ma tête avant qu'elle ne puisse voir mon visage. Elle méritait de savoir, mais je ne pouvais pas me résoudre à lui dire, pas encore. L'image de son sourire fier dans le salon de mariage me tordait l'estomac. Lui dire la vérité briserait ce sourire en un instant. Je suis resté là toute la nuit, éveillé, tandis que chaque détail de l'année écoulée se réorganisait dans ma tête. Les appels tardifs, la façon dont Derek évitait de dire « je t'aime ». L'obsession de Brooke à gérer chaque détail. Tout était là, attendant que je relie les points. Et je ne l'avais pas fait. Au lever du soleil, mon corps semblait lourd, mais mon esprit était vif d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des semaines. J'ai ouvert la penderie et j'ai passé mes doigts sur la robe une dernière fois. Puis j'ai sorti un petit sac de voyage. J'ai emballé l'essentiel, mon passeport, un peu d'argent, l'enveloppe de l'argent de lune de miel que j'avais mise de côté. Mes mains tremblaient en écrivant un court mot pour mes parents. Je ne peux pas expliquer maintenant, mais je ne peux pas me marier. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai posé la note sur mon oreiller, j'ai fermé le sac et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de ma chambre d'enfance. Mon cœur me faisait mal, mais sous la douleur, il y avait autre chose. La clarté. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas laisser Brooke et Derek m'utiliser comme leur pion. La maison était silencieuse quand j'ai filé. Mes chaussures ne faisaient presque pas de bruit sur les marches du porche. Dehors, le ciel était encore sombre, la rue vide à l'exception d'un camion de l'équipe passait en faisant du bruit. Ma poitrine semblait sur le point d'exploser. Mais à chaque pas que je faisais loin de la maison, une petite partie du poids se levait. À la gare routière, les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête pendant que j'achetais un billet pour Atlanta. Ma voix tremblait en prononçant les mots, mais le caissier ne s'en souciait pas. Il m'a glissé le billet sur le comptoir, et je l'ai serré comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Le départ était dans 2 heures. Assez de temps pour que Brooke et Derek finalisent leur petit complot. Assez de temps pour que mes parents se réveillent et trouvent le mot. Je me suis assise sur un banc en plastique dur, serrant mon sac, essayant de ne pas imaginer le chaos que mon absence causerait. Les invités arrivant, les murmures se propageant. Mes parents forcés d'expliquer pourquoi leur fille soldate avait disparu le jour de son mariage. La honte me tordait l'estomac, mais je savais que rester aurait été pire. Rester aurait été se rendre.
Alors que le bus arrivait et que le chauffeur appelait à l'embarquement, je me suis levé et j'ai jeté un dernier regard autour de la gare vide. Mon monde avait été déchiré en moins de 24 heures. Mais quelque part au fond de moi, je savais que c'était la seule façon de garder ce qui comptait le plus, ma propre dignité. Le trajet en bus hors de Charleston m'a semblé plus long que n'importe quel vol de déploiement que j'avais jamais pris. Je me suis assise rigide sur le siège, mon sac serré contre ma poitrine comme si je gardais des documents classifiés. Chaque bosse sur la route me faisait claquer les dents, et chaque kilomètre mettait plus de distance entre moi et la cérémonie que tout le monde s'attendait à voir se dérouler ce matin-là. Mon téléphone a sonné sans arrêt. Des appels de maman, des textos de Hannah, ma meilleure amie, et même quelques numéros que je ne reconnaissais pas. Je ne pouvais pas répondre. Que étais-je censé dire? Désolé, je viens d'entendre mon fiancé et ma sœur comploter pour m'utiliser comme un pion dans leur escroquerie immobilière. Personne ne le croirait. Pas sans preuve. Tout ce qu'il verrait, c'est une mariée en fuite qui embarrasse sa famille. Alors que le bus entrait dans Atlanta, j'ai traîné mon sac dans la gare, mes jambes lourdes de plus que le simple trajet. J'avais été là auparavant pendant des escales, mais jamais en tant que personne prévoyant de rester. La ville était plus grande, plus bruyante et plus désordonnée que Charleston, et je n'avais aucun plan, si ce n'est de ne pas y retourner. Le premier motel que j'ai trouvé était un taudis près de l'autoroute, mais le réceptionniste n'a pas posé de questions, et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai payé en espèces pour une semaine, j'ai posé mon sac sur le matelas affaissé, et j'ai regardé le plafond. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas d'ordre, pas de chaîne de commandement, pas d'emploi du temps, juste moi. La réalité a frappé le lendemain matin quand j'ai réalisé que mon compte bancaire ne suffirait pas. Mes économies étaient censées couvrir une lune de miel, pas une nouvelle vie. J'ai feuilleté le journal local comme si c'était 1995. J'ai encerclé les offres d'emploi avec un stylo que j'avais emprunté au comptoir du motel. Assistant administratif, réceptionniste, service client. Toutes ces offres demandaient une expérience que je n'avais pas. Mon passé militaire ne criait pas vraiment le monde des affaires. Pourtant, je n'allais pas rester là à me morfondre. J'ai repassé un chemisier. Je l'ai à peine tiré du fond de mon sac, j'ai attaché mes cheveux en chignon comme je le faisais dans mon uniforme, et je suis entré dans le premier bureau que j'ai pu trouver. Ils ont souri poliment et m'ont dit qu'ils garderaient mon CV à leur dossier, ce qui signifie en code « N'attendez pas au téléphone ». Le rejet m'a blessé, mais il ne m'a pas surprise. Je savais que recommencer ne serait pas glamour. Ce qui m'a fait plus mal, c'est le silence de mes parents. Après un déluge d'appels le jour de mon départ, rien. Pas de texto, pas de message vocal, juste le silence. J'imaginais maman pleurant dans la cuisine et papa faisant les 100 pas dans le salon pendant que Brooke montait l'histoire en sa faveur. Cette pensée me donnait la nausée. De retour au motel, j'ai croisé mon reflet dans le miroir fissuré de la salle de bain. Mon uniforme de cérémonie avait toujours été un bouclier, un moyen de me rappeler que j'avais un but. Maintenant, j'étais juste une femme en vêtements civils froissés, fuyant la seule famille qu'elle avait. J'aurais voulu pleurer, mais j'ai serré les poings à la place. Pleurer n'avait jamais rien résolu dans l'armée, et cela n'allait certainement pas aider maintenant. Le troisième jour, j'ai obtenu un entretien dans une société de marketing au centre-ville. Je n'avais pas de raison d'être là, mais je n'allais pas l'admettre. Je me suis assise dans le hall, le dos droit, les mains jointes, en prétendant ne pas être terrifié. Quand le directeur m'a interrogé sur mon expérience, je me suis appuyé sur ce que je savais. Discipline, gestion de situation de haute pression, gestion d'équipe sous stress. Elle a incliné la tête comme si elle n'était pas sûre si je me vendais ou si j'appliquais pour un poste au Pentagone. D'une manière ou d'une autre, je n'ai pas complètement planté. Elle m'a offert une période d'essai de 3 mois, un salaire d'entrée de gamme, et une chance de prouver que je n'étais pas juste une autre candidate désespérée. J'ai eu envie de la serrer dans mes bras à travers le bureau, mais je suis resté professionnel. Je suis sorti de là les genoux tremblants, avec la première lueur d'espoir que j'avais ressentie depuis que j'étais descendu du bus. Ce soir-là, l'épuisement m'a frappé comme un camion. Je me suis allongé sur le lit du motel, regardant à nouveau le plafond, mais cette fois avec quelque chose de différent qui coulait dans mes veines. J'avais échappé à Charleston avec rien d'autre qu'un sac et ma fierté. Et maintenant, j'avais un travail. Pas beaucoup, mais c'était le mien. Pour une fois, je ne vivais pas dans l'ombre de Brooke ni sous les faux sourires de Derek. Pourtant, les doutes ne disparaissaient pas.
Je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer ce que j'avais entendu dans ce couloir. Le ton suffisant de Brooke, le rire dismissif de Derek. Il pensait que je ne me révolterais jamais parce que j'étais une soldate entraînée à suivre les ordres. Ils avaient tort. Je n'étais pas une recrue dans leur jeu. J'étais quelqu'un qui avait vu pire et survécu. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai enfilé mes chaussures de course et je suis sorti courir. Les rues de la ville étaient différentes des bases militaires auxquelles j'étais habitué, mais le rythme était le même. Pas après pas, kilomètre après kilomètre, jusqu'à ce que le bruit dans ma tête se taise suffisamment pour penser clairement. Si Brooke et Derek allaient spéculer avec les fonds de logement pour vétérans, je n'allais pas rester à Atlanta en faisant semblant que cela n'arrivait pas. Quand je suis retourné au motel, la sueur coulant dans mon dos, la décision a été prise. Je ne fuyais pas seulement un mariage, je me regroupais. Dans l'armée, quand une mission tournait mal, on n'abandonnait pas. On se retirait, on réévaluait, et on revenait avec un meilleur plan. Il n'y avait aucune différence ici. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis allé à ma première journée réelle dans la société de marketing. Le trajet en ascenseur était silencieux, sauf pour mes battements de cœur qui résonnaient dans mes oreilles. Quand les portes se sont ouvertes, je suis sorti, les épaules carrées. Je n'étais plus la mariée en fuite. J'étais Lindsay Whittaker, officier de police militaire, soldate de réserve de l'armée, et la dernière personne que Brooke aurait dû sous-estimer. Le bureau ne ressemblait en rien à l'armée. Mais j'ai traité cette première semaine comme un entraînement de base à nouveau. Je suis arrivé tôt, je suis resté tard, et j'ai pris des notes comme si ma vie en dépendait. Les tâches étaient petites, répondre au téléphone, organiser des réunions, copier des fichiers, mais je les faisais comme s'il s'agissait de missions critiques. Mes collègues me donnaient des hochements de tête polis, se demandant clairement ce qu'une soldate faisait dans un bureau rempli de majors en marketing. Je m'en fichais. Je n'étais pas là pour me faire des amis. J'étais là pour prouver que je pouvais tenir debout toute seule, sans que Brooke tire les ficelles ou que Derek me fasse son faux sourire. L'appartement que j'ai trouvé après le motel n'était pas beaucoup mieux. C'était une construction d'une chambre avec de la peinture écaillée et un évier de cuisine qui gémissait chaque fois que je tournais le robinet. Mais c'était à moi. L'armée m'avait appris à rendre n'importe quel espace habitable. Alors, j'ai déballé les quelques affaires que j'avais, j'ai plié soigneusement mes uniformes dans la penderie, et j'ai aligné mes bottes près de la porte. Chaque soir, je me couchais sur le matelas bosselé, fier d'avoir survécu à une autre journée sans m'effondrer sous le poids de tout ce que j'avais laissé derrière moi. L'argent était serré, plus serré que je ne voulais l'admettre. J'achetais des courses bon marché, je sautais les sorties et je tenais un compte courant dans un carnet de chaque dollar que je dépensais. Mes économies pour la lune de miel s'épuisaient rapidement, mais je refusais de toucher au compte que mes parents avaient mis en place pour moi il y a des années. Je ne voulais pas un seul centime lié au plan de Brooke ou au mensonge de Derek. Pourtant, dans les moments calmes, la culpabilité s'infiltrait. J'imaginais les visages de mes parents quand ils trouveraient le mot. Les larmes de maman, le silence de papa, les murmures de nos voisins à Charleston. Je n'avais pas seulement abandonné un homme à l'hôtel. J'avais fait exploser une bombe au milieu de la réputation de ma famille. Cette pensée me rongeait jusqu'à ce que le sommeil refuse de venir. Un soir, mon téléphone a vibré avec un appel d'Elena, une sergent avec qui j'avais servi à l'étranger. Sa voix était stable, le genre de stabilité qui ne vient que de quelqu'un qui a vu le chaos et a vécu pour en parler. Alors, Whittaker, a-t-elle dit, tu as vraiment abandonné le grand mariage de Charleston? J'ai grincé des dents. Les nouvelles se propageaient vite, même d'un état à l'autre. Ai-je murmuré. Ce n'était pas ce qu'il semblait. Elena n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle m'a demandé ce que je comptais faire ensuite. Je lui ai parlé du travail, de l'appartement, des petits pas que je faisais pour construire quelque chose de réel. Il y a eu une pause. Puis, elle a dit, souviens-toi, le silence peut être sa propre trahison. Si quelqu'un trafique le logement des vétérans, ce ne sont pas juste des drames familiaux. C'est voler des gens qui en ont vraiment besoin. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de moi, de Brooke ou de Derek. Il s'agissait des hommes et des femmes qui rentraient chez eux brisés et avaient besoin d'aide. Si Brooke et Derek pillaient un programme destiné à eux, alors je ne pouvais pas rester silencieuse juste pour épargner les sentiments de mes parents. Le lendemain au travail, pendant que tout le monde parlait des présentations de clients, je me suis assise à mon bureau, fixant l'écran.
Les mots d'Elena résonnaient dans ma tête. La trahison n'était pas seulement personnelle. C'était plus grand. Et si j'étais vraiment la soldate que Brooke prétendait que j'étais, quelqu'un qui suivait les ordres, ne remettait jamais en question la famille, alors peut-être qu'il était temps de lui prouver qu'elle avait tort. À la fin de la semaine, j'avais un rythme. Me lever tôt, sortir courir, travailler des heures au bureau, rentrer à la maison, et noter les maigres progrès que j'avais faits. Certaines nuits, je regardais par la fenêtre de mon petit appartement les lumières de la ville et je me demandais si c'était ça, la survie, simplement passer chaque jour. Mais d'autres nuits, je ressentais quelque chose de plus aiguisé. La détermination, la colère, une étincelle qui me rappelait que je n'étais pas faite pour être le pion de quelqu'un. Un samedi matin, je me suis traîné dans un café local avec mon ordinateur portable. L'endroit sentait le café brûlé et le vieux bois, mais le Wi-Fi était gratuit. J'ai tapé le nom de Brooke dans la barre de recherche, espérant à moitié que rien n'apparaîtrait. Au lieu de cela, des pages d'articles ont surgi. Presse locale, transactions immobilières, dossiers judiciaires. Son nom était partout, juste à côté de celui de Derek. Chaque photo souriante d'eux ressemblait à un couteau. Je me suis assise là, faisant défiler jusqu'à ce que mon café soit froid. C'est alors qu'un homme à peu près de mon âge s'est penché de la table voisine. « Tu les regardes comme s'ils t'avaient volé ta voiture », a-t-il dit en plaisantant. J'ai souri malgré moi. Quelque chose comme ça. Il s'appelait Grant Holloway, un ancien marine devenu consultant en sécurité. Il avait le même regard que la plupart des vétérans, des yeux calmes, des épaules carrées, et le sentiment qu'il en avait vu assez pour repérer les problèmes à des kilomètres. Grant n'a pas fouillé, mais il a remarqué les noms sur mon écran. Colin Whitaker. C'est Charleston, n'est-ce pas? Il y a eu des rumeurs concernant des contrats de logement suspects liés à des vétérans là-bas. Mon pouls s'est accéléré. Il l'a dit calmement, comme s'il transmettait des potins. Mais pour moi, c'était une confirmation. Ce n'était pas juste de la paranoïa. Les murmures concernant la fraude au logement des vétérans étaient réels, et les noms de Brooke et Derek y étaient inextricablement liés. J'ai fermé l'ordinateur portable avant d'en dire trop, mais mon cœur battait déjà la chamade. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai rejoué ce que Grant avait dit encore et encore. Contrat de logement suspect, vétéran, Charleston. Toutes les pièces s'assemblaient, et l'image qu'elle peignait était plus laide que tout ce à quoi je m'étais préparé. Allongé dans mon lit, regardant le plafond, j'ai repensé à l'avertissement d'Elena. Rester silencieuse protégeait peut-être mes parents de l'embarras, mais cela ne protégeait pas les personnes qui comptaient sur ce financement. Brooke et Derek pariaient sur ma disparition à Atlanta et sur le fait que je ne regarderais jamais en arrière. Ils pensaient que je jouerais le rôle de la soldate obéissante pour toujours, mais je n'allais pas les laisser écrire l'histoire à ma place. Le lundi matin suivant, je suis entré au bureau avec un objectif plus clair. Mon travail de bureau n'était pas glamour, mais il me donnait une couverture, une routine, et accès à des ressources que je pouvais utiliser une fois que j'aurais compris jusqu'où Brooke et Derek étaient allés dans leur complot. Je m'occupais de la planification, des contrats, et parfois des vérifications d'antécédents pour les clients. La plupart d'entre eux étaient des formalités administratives abrutissantes, mais si l'armée m'a appris quelque chose, c'est que l'information est le pouvoir, même quand elle semble ennuyeuse en surface. Grant est passé à mon bureau plus tard cette semaine-là. Il s'est appuyé contre la cloison, détendu mes alertes. « Tu t'installes bien, Whitaker ?» m'a-t-il demandé, utilisant mon nom de famille comme le font les militaires quand ils sentent l'un des leurs. J'ai hoché la tête. Pas mal. Mieux que de dormir dans un motel. Il a souri et m'a tendu un dossier. Cadeau de bienvenue. C'est le manuel de l'entreprise, mais honnêtement, la moitié est inutile. Tu le comprendras plus vite que les autres. C'était la première fois que je me détendais autour de lui. Il n'essayait pas de me charmer comme Derek autrefois. Il était direct, presque sec, comme seul un autre vétéran pouvait l'être. Nous avons fini par déjeuner cet après-midi-là, et avant même de m'en rendre compte, nous échangions des histoires de déploiement comme si nous avions été dans la même unité. Son humour de marine était tranchant, parfois sombre, mais il coupait le bruit dans ma tête mieux que tout ce qui avait pu le faire depuis des semaines. Pourtant, j'ai gardé ma garde. La confiance n'était plus quelque chose que je distribuais facilement. Je l'ai laissé parler de sa transition vers le travail civil, de la façon dont il s'était retrouvé dans la sécurité privée après avoir réalisé que l'Amérique corporative ne comprenait pas ce qu'il avait à offrir. J'ai écouté, archivé les détails,
et je lui ai donné juste assez en retour pour qu'il sache que je n'étais pas un livre fermé. Cette nuit-là, assis dans mon appartement avec des restes de plats à emporter, j'ai rouvert les articles que j'avais mis en signé sur les projets de Brooke et Derek. L'initiative de logement pour vétérans était censée fournir des maisons abordables aux militaires de retour au pays. Au lieu de cela, les contrats semblaient gonflés, les progrès de développement minimes, et les mêmes entreprises apparaissaient sous différents noms. Ça sentait l'arnaque, et la signature de Brooke était sur plus d'un document juridique. Je me suis forcé à fermer l'ordinateur portable avant de sombrer trop loin. Ce dont j'avais besoin, c'était de preuves, pas de spéculations. Et les preuves signifiaient être patient, discipliné, et intelligent. Le week-end suivant, Grant et moi nous sommes rencontrés à la salle de sport. Il a levé un sourcil en me voyant sur le tapis de course à 6 heures du matin. Je le savais, a-t-il dit. Et les marines savent dormir, n'est-ce pas, j'ai rétorqué. Cela m'a valu le premier rire sincère que j'avais eu depuis des semaines. Ça faisait du bien, même si je ne voulais pas l'admettre à voix haute. Après notre entraînement, il a mentionné qu'il consultait sur un projet à Charleston. Quelques rumeurs concernant la disparition de fonds de logement, a-t-il dit, en s'essuyant la sueur. Rien de confirmé, mais les gars commencent à parler. Tu sais comment ça se passe si les vétérans se font avoir. Mon cœur s'est serré. C'était encore ça. Charleston et les fonds de logement dans la même phrase. J'ai gardé mon visage neutre et j'ai demandé, tu penses que c'est grave? Il a haussé les épaules. Difficile à dire sans dossier, mais des escroqueries comme ça, c'est du cancer. Ça grandit vite si personne ne les coupe. De retour à la maison, je ne pouvais pas me sortir de la conversation de la tête. Ce n'était plus seulement moi qui reliais les points. Le murmure indépendant s'alignait avec ce que j'avais entendu, ce que j'avais lu, et ce que je savais de l'obsession de Brooke pour le contrôle. Ils ne me manipulaient pas seulement pour un mariage bidon. Ils exploitaient le seul groupe de personnes que je ne pouvais ignorer. Les vétérans qui n'avaient pas le luxe de s'enfuir. J'ai pensé à la voix d'Elena au téléphone, me rappelant que le silence peut être trahison. Elle avait raison. Si je laissais passer cela, je serais complice. Juste une autre Whittaker prétendant que tout allait bien pendant que ma sœur empoche ses gains. Au travail, j'ai commencé à rester tard. Pas à cause du travail, mais parce que le bureau vide me donnait le temps de réfléchir. J'ai pratiqué la patience comme je l'avais fait pendant les longues patrouilles à l'étranger, observant, attendant, collectant des détails jusqu'à ce que l'image se forme. Quand j'ai finalement parlé, je voulais que ce soit avec des faits que personne ne pourrait nier. Grant m'a rattrapé un soir alors que j'éteignais mon ordinateur. « Tu es toujours aussi dévoué ?» m'a-t-il demandé. Son ton n'était pas critique, juste curieux. « J'ai des choses sur lesquelles je travaille », ai-je dit. Il m'a étudié un instant, puis a hoché la tête comme s'il comprenait plus que ce que j'avais dit. C'était ça, les vétérans. On repère quand quelqu'un mène une mission, même si on ne connaît pas les détails. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai rejoué tout dans ma tête. Les mots suffisants de Derek sur moi étant une soldate qui suivait les ordres. Le rire froid de Brooke sur moi qui ne me rebellait jamais. Il pensait que je serais trop obéissante, trop loyale, trop aveugle pour voir ce qu'il faisait. Il ne se rendait pas compte que l'armée ne m'avait pas entraîné à obéir aveuglément. Elle m'avait appris à m'adapter, à me battre intelligemment, et à me lever quand quelque chose n'allait pas. J'ai déverrouillé la porte de mon appartement, j'ai posé mon sac, et je me suis assise à la table avec un carnet. En haut de la page, j'ai écrit un mot, preuve. En dessous, j'ai listé tout ce que j'avais jusqu'à présent, articles, conversations surprises, noms d'entreprises liées à Brooke et Derek. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le reste, je devais le déterrer. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Charleston, je ne me sentais pas comme si je fuyais. Je me sentais comme si je me regroupais. Et s'il y avait une chose que je connaissais mieux que tout, c'était comment se préparer pour un combat. Le carnet sur ma table de cuisine est devenu mon nouveau manuel de campagne. Chaque soir après le travail, j'ajoutais des notes, je traçais des chronologies, et j'essayais de reconstituer une chaîne de preuves qui résisterait à l'examen. L'entraînement de la police militaire m'avait inculqué que les faits importaient plus que les émotions. Si j'allais confronter Brooke et Derek, j'avais besoin de plus que de la colère. J'avais besoin de preuves. J'ai commencé simplement. Les registres publics étaient faciles d'accès si on savait où chercher. Déclaration en ligne, registre de propriété, liste d'entrepreneurs.
La plupart des gens ignoraient les détails, mais j'avais la patience de lire chaque page. Cette patience a porté ses fruits. L'entreprise de Derek avait signé plusieurs contrats pour des projets de logement pour vétérans, mais les rapports d'avancement étaient étrangement vagues. De l'argent était alloué, mais des maisons n'étaient pas construites. Les mêmes sociétés fictives revenaient encore et encore, toutes liées à des cabinets d'avocats que Brooke représentait par coïncidence. J'ai recoupé les adresses listées sur les documents. Plusieurs menaient à des terrains vagues ou à des propriétés à moitié terminées, inactives pendant des mois. Les vétérans étaient censés emménager dans ces maisons. Au lieu de cela, ils regardaient les mauvaises herbes et le ruban de chantier. J'ai imprimé tout ce que j'ai trouvé et j'ai gardé les pages dans une boîte à dossiers verrouillée sous mon lit. Au travail, j'ai utilisé l'excuse de rechercher des concurrents sur le marché pour effectuer des vérifications d'antécédents via les bases de données de l'entreprise. Rien d'illégal. Je n'étais pas assez stupide pour risquer mon emploi, mais assez pour vérifier les connexions. Le nom de Derek était lié à des investisseurs extérieurs à l'État ayant des réputations louches. Le cabinet de Brooke continuait d'apparaître comme le représentant légal dans des contrats qui transféraient des millions. Plus j'allais en profondeur, plus cela devenait clair. Il ne jouait pas seulement dirty. Il volait les personnes même qu'il prétendait soutenir. Une nuit, alors que j'étais assise entourée de papiers, mon téléphone a vibré. C'était un email d'un compte jetable que je ne reconnaissais pas. Ligne d'objet, tu ne connais pas la moitié de l'histoire. Mon doigt a survolé au supprimé, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, il y avait un seul message. Suivez les virements bancaires. Vérifiez les filiales liées au développement de Calling. Ils drainent les fonds. Il n'y avait pas de signature, pas d'indice sur qui l'avait envoyé. Un piège, peut-être, mais le moment était trop parfait pour l'ignorer. J'ai noté les mots dans mon carnet, mon esprit s'emballant. Quiconque l'avait envoyé voulait soit t'aider, soit me faire m'exposer. Dans tous les cas, cela me pointait dans une direction que je n'avais pas entièrement explorée. Les registres financiers. Le lendemain, j'ai dit à Grant que j'avais besoin d'un deuxième avis. Nous nous sommes rencontrés dans une petite dîner près de l'autoroute, le genre d'endroit où personne ne se souciait de ce dont vous parliez tant que vous laissiez un bon pourboire. J'ai glissé le dossier sur la table. Il a feuilleté les pages, son front se plissant de plus en plus à chaque feuille. Mince, a-t-il murmuré. Ce n'est pas juste bâclé. C'est du vol coordonné. Il transfère de l'argent par plusieurs comptes. Un jeu de blanchiment classique. Il a posé le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Parce que si tu pousses trop loin, tu ne vas pas juste énerver ta sœur. Tu vas te mettre sur le radar de tous ceux qui profitent de ce désordre. Je n'ai pas cligné des yeux. Il vole aux vétérans, Grant. Des gens qui sont revenus brisés. Des gens qui ont réellement besoin de ces maisons. Je ne vais pas rester là et les regarder profiter du sacrifice. Il s'est penché en arrière, se frottant la mâchoire. Alors nous aurons besoin de plus que des formalités administratives. Nous aurons besoin de quelque chose d'indéniable. Audio, vidéo, admission directe, quelque chose qu'aucun avocat ne peut tordre. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai rejoué les mots de Derek dans ma tête. Elle est une soldate. Elle suit les ordres. Elle n'ira jamais contre la famille. Elle avait toujours sous-estimé. Le fait que j'ai couru, que j'ai survécu à chaque déploiement, que j'ai remis en question chaque ordre quand cela ne semblait pas juste, c'est ce qui m'avait maintenu en vie. Et c'est précisément pourquoi je n'allais pas m'arrêter. Maintenant, la semaine suivante, j'ai eu ma première vraie chance. L'un des appels de Derek a été acheminé via un numéro que je reconnaissais sur les documents. Je n'avais pas accès à la ligne, mais j'ai réussi à attraper suffisamment dans les journaux publics pour prouver qu'il coordonnait avec l'une des sociétés fictives. Quelques jours plus tard, je l'ai entendu au téléphone quand il pensait que personne d'autre n'était là. Il a mentionné avoir besoin que Brooke resserre la paperasse avant l'audit. Cette simple phrase m'a dit qu'il s'inquiétait que quelqu'un puisse regarder. Je l'ai griffonné dans mon carnet, mon pouce emballant. S'il y avait un audit, alors il y avait une faille dans leur armure. Peut-être que les régulateurs s'en rendaient compte, peut-être pas, mais cela signifiait que Derek et Brooke étaient déjà sur les nerfs. Elena a appelé ce week-end-là, en prenant des nouvelles. J'ai hésité à tout lui dire, mais je me suis retenu. Au lieu de cela, je lui ai demandé quel vétéran elle avait entendu avoir du mal à trouver un logement. Elle n'a pas hésité. Des dizaines, a-t-elle dit.
Des gars sur les listes d'attente pendant des mois, vivant dans des motels, dormant sur des canapés. Pendant ce temps, ces projets continuent d'être retardés. Ça sent le poisson, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa voix portait le poids des gens avec qui j'avais servi, des gens qui méritaient mieux. C'était toute la motivation dont j'avais besoin. J'ai passé le dimanche soir à ma table de cuisine, les pages étalées partout, un surligneur en main. L'histoire s'écrivait maintenant. Contrat signé, fonds déplacés, construction bloquée, vétérans laissés à la dérive. Brooke et Derek n'étaient pas juste gourmands. C'étaient des parasites se nourrissant de la confiance, de la fierté de mes parents, de mon service militaire. Quand je me suis finalement penché en arrière sur ma chaise, épuisé, j'ai réalisé que j'avais plus que des soupçons. J'avais les débuts d'un cas. Pas assez pour les faire tomber encore, mais assez pour prouver que je n'étais pas folle. Assez pour savoir que j'étais sur la bonne voie. J'ai éteint la lumière, glissé la boîte à dossiers sous mon lit, et je me suis étiré sur le matelas. Mes yeux brûlaient à force de lire, mais mon esprit était plus vif que jamais. Brooke et Derek pensaient que j'avais abandonné pour de bon. Ils pensaient que la mariée en fuite disparaîtrait tranquillement dans une nouvelle vie. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que je n'avais pas seulement abandonné. Je revenais en force, armé de discipline, de patience, et d'une vérité qu'ils ne pouvaient pas enterrer pour toujours. Je venais de m'installer dans mon bureau un mardi pluvieux quand la voix de la réceptionniste a vibré au téléphone. « Lindsay, il y a un homme ici qui demande de vous. » Son ton avait cette nuance qui disait « celui-ci est différent ». Mon estomac s'est effondré avant même qu'elle ne donne le nom. Derek. Je suis entré dans le hall et il était là, costume repassé, chaussures cirées, bouquet de roses blanches comme s'il pensait que les fleurs pouvaient effacer la trahison. Il semblait plus mince que je ne m'en souvenais, peut-être plus fatigué, mais le même sourire étudié était sur son visage. « Lindsay, a-t-il dit doucement, comme si nous étions toujours en bons termes, comme si je n'avais pas entendu ces complots avec ma sœur pour m'utiliser comme un tremplin. Je n'ai pas bougé. Comment m'avez-vous trouvé? Ton père m'a finalement dit, a-t-il admis. Cela a pris des semaines, mais je devais te voir. Il a fait un geste avec les fleurs. Pouvons-nous parler, s'il vous plaît? Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté d'entrer dans une petite salle de conférence. Les murs semblaient trop proches, l'air trop vicié. Il a posé les fleurs sur la table entre nous, comme une offrande de paix, et s'est penché en avant avec ses yeux sincères qui avaient l'habitude de me faire fondre. J'ai été un imbécile, a-t-il commencé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je pensais que le mariage était une question de stabilité, de construire quelque chose qui avait du sens. Mais quand tu es parti, j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Je t'aime, Lindsay. Vraiment. J'ai lâché un court rire, assez tranchant pour couper la pièce. Arrête. J'ai entendu chaque mot que tu as dit cette nuit-là. Chaque mot. J'ai entendu ton rire quand ta mère t'a demandé si tu m'aimais. J'ai entendu que tu me trouvais facile à gérer. J'ai entendu que tu avais prévu de rencontrer quelqu'un d'autre le matin de notre mariage. Ne t'assieds pas ici et ne réécris pas l'histoire. Son visage a pâli. Tu as entendu ça? Oui, ai-je claqué. Et j'ai entendu Brooke rire avec toi, fier de la façon dont tu m'avais utilisé pour légitimer ta fraude. Ne m'insulte pas en prétendant que cela a toujours été une affaire d'amour. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé. Tu ne m'épousais pas. Tu épousais mon uniforme, mon service, les connexions de mes parents. Tu me voyais comme un achat pratique, et tu pensais que je ne le découvrirais jamais. Le masque a glissé. Puis ses épaules se sont affaissées, et pendant un instant, le Derek poli a disparu. Ce qui restait était un homme acculé. Il s'est frotté le visage et a murmuré, « Brooke a dit que tu n'irais jamais contre la famille. Elle a dit que tu resterais silencieuse, quoi qu'il arrive. » Voilà, la confirmation. Je ne m'attendais pas à l'obtenir si facilement. Ma sœur n'était pas seulement une complice. Elle était le cerveau. Derek avait été l'acteur, mais Brooke avait écrit le scénario. Je me suis penché, maintenant stable. Tu viens d'admettre tout ça. Et tu as raison sur une chose. Je suis de la famille. Mais être de la famille ne signifie pas couvrir les criminels. Cela signifie les tenir responsables, même si leur nom de famille correspond au mien. Il a levé les yeux, la panique dans ses yeux. Lindsay, tu ne comprends pas. Il n'y a pas que nous.
Il y a des investisseurs, des affaires plus importantes que tout ce que tu as jamais vu. Si tu pousses trop loin, tu seras écrasé. Je l'ai regardé sans cligner des yeux. Je me suis fait tirer dessus dans le désert, Derek. Tu penses que quelques avocats et hommes d'affaires gourmands m'effraient? Le silence a rempli la pièce. Finalement, il m'a repoussé les fleurs, le désespoir filtrant dans sa voix. Je t'en supplie. Laisse tomber. Pars. Commence une nouvelle vie. Nous allons nous en occuper. Je me suis levé, laissant le bouquet intact. J'ai déjà commencé une nouvelle vie. Et plus tu parles, plus je me rends compte à quel point cela va loin. Tu devrais t'inquiéter, Derek. Pas moi. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre, mon pouce emballant même ma démarche stable. De retour à mon bureau, je me suis assise, je me suis connecté à mon ordinateur et j'ai ouvert mon carnet. Sous le mot preuve, j'ai ajouté une nouvelle ligne. Derek a confirmé Brooke comme cerveau. Mentionné un réseau plus large d'investisseurs. A montré de la peur. Grant m'a retrouvé plus tard dans le parking. Ça va? Tu as l'air d'avoir voulu étrangler quelqu'un là-dedans. Maintenant, lui ai-je dit, Derek s'était présenté, avait essayé de me servir la phrase « je t'aime » et en avait dit plus qu'il ne le pensait. Grant a secoué la tête. Les gars comme ça ne se montrent que quand les murs commencent à se refermer. Il essaie de sauver sa peau. Bon, ai-je dit sèchement. Plus il devient désespéré, plus il fera d'erreurs. Cette nuit-là, assis dans mon appartement, j'ai repensé aux mots de Derek. Brooke a dit que tu n'irais jamais contre la famille. Elle m'avait toujours sous-estimé. Depuis notre enfance, en compétition pour les notes, jusqu'à la nuit où elle pensait avoir orchestré tout mon avenir. Elle pensait qu'être soldate signifiait que je suivrais les ordres. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'être soldate m'avait appris le contraire. Elle m'avait appris qu'en suivre, qu'en remettre en question, et qu'en riposter. J'ai feuilleté le dossier de documents, ajoutant des postes TS, surlignant des noms, traçant des lignes entre les entreprises comme si je cartographiais un champ de bataille. Derek avait craqué sous la pression. Brooke était la prochaine. La vérité n'était pas juste proche. Je la sentais respirer dans mon cou. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Charleston, je n'étais pas hanté par la culpabilité. J'étais alimenté par elle. Le matin après que Derek se soit présenté, je me suis réveillé avec une acuité accrue. Sa confession avait changé l'équilibre. Je ne me demandais plus si Brooke était impliquée. C'était confirmé. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de preuves assez solides pour l'exposer. Des preuves que personne ne pourrait tordre au tribunal. Grant a accepté de me rencontrer dans un café près du bureau. J'ai étalé le dossier et il a parcouru les pages surlignées. Tu as le squelette, a-t-il dit en tapotant le papier. Maintenant, il te faut des muscles, des dossiers financiers, des journaux de communication, quelque chose qui les relie directement au fond manquant. Cet après-midi-là, nous avons impliqué Elena dans un appel. Sa voix crépitait à travers le haut-parleur, stable comme toujours. J'ai des amis à qui on avait promis un logement à Charleston et qui n'ont jamais vu de clé, a-t-elle dit. L'un vit dans une voiture. L'argent est détourné. Je vous le garantis. Elle m'a proposé de me mettre en contact avec quelques-uns d'entre eux qui étaient prêts à parler. J'ai noté des noms et des numéros. Les histoires réelles de vétérans n'étaient pas juste un levier émotionnel. Elles étaient la preuve des dommages que Brooke et Derek avaient causés. Si ne serait-ce qu'un de ces hommes ou femmes s'exprimait publiquement, cela saperait les brochures brillantes que le cabinet de Brooke poussait. La prochaine étape était de suivre l'argent. Grant avait des contacts bancaires grâce à son travail de sécurité. Un soir, dans une banquette de dîner où flottait l'odeur des oignons frits, il m'a glissé une pile de virements imprimés. C'est assez public pour éviter les drapeaux rouges, mais regarde les dates. Il a pointé une série de dépôts et de retraits. Les fonds passaient des comptes gouvernementaux à la société de développement de Derek, puis ressortaient quelques jours plus tard vers des sociétés fictives que Brooke représentait. Le schéma était flagrant une fois qu'on le mettait en ligne. J'ai encerclé les dates, mon stylo appuyant fort sur le papier. Il n'essaie même pas de le cacher. Il parie que personne ne regarde. Grant a secoué la tête. Ils sont arrogants. C'est bon pour nous. L'arrogance signifie des erreurs. Nous avons passé des heures à parcourir les documents, à reconstituer une chronologie. Chaque nouveau lien faisait s'accélérer mon pouls.
Le réseau s'étendait plus loin que je ne l'avais prévu, investisseurs extérieurs à l'État, entrepreneurs louches, et plusieurs façades déguisées en initiatives de logement abordable. Au centre de tout cela se trouvait la signature de Brooke, son nom apparaissant comme un filigrane à travers la fraude. Ce n'était pas juste du vol, c'était de la trahison, habillé en tenue d'affaires décontractée. Les vétérans, les gens avec qui j'avais côtoyé outre-mer, étaient volés pour que ma sœur puisse grimper à l'échelle sociale. Une nuit, après une longue session de recoupement de données, je suis retourné à mon appartement et j'ai senti des yeux sur moi. La rue était calme, mais un SUV noir tournait au ralenti de l'autre côté. Ses phares se sont atténués. J'ai ralenti, mémorisant la plaque, puis j'ai continué jusqu'à ma porte. Au moment où j'ai regardé par la fenêtre à l'étage, le SUV avait disparu. Le lendemain, Grant a confirmé. Tu es surveillé. Ils savent que quelqu'un fouille. Son ton n'était pas paniqué, juste factuel. Nous devons resserrer le contrôle. Pas de mouvement maladroit. J'ai immédiatement ajusté. Plus de papier laissé dehors. Plus d'utilisation de mon ordinateur portable personnel pour les recherches. J'ai créé des sauvegardes, stocké des copies hors site, et traité chaque fichier comme s'il s'agissait de contrebande. Cela me rappelait les patrouilles à l'étranger. Ne jamais supposer que tu es en sécurité. Ne jamais supposer que tu n'es pas vu. Elena a appelé à nouveau ce week-end-là, sa voix plus basse cette fois. Les nouvelles se répandent. Les gens sont nerveux. Quelqu'un m'a prévenu que tu pourrais être en train de fouiner. Je ne sais pas jusqu'où va la portée de Brooke, mais fais attention maintenant. Son avertissement ne faisait qu'alimenter mon feu. La peur n'était pas étrangère. Elle était familière. Et familier signifiait gérable. J'ai redoublé d'efforts, cartographiant les connexions tard dans la nuit. Des postes TS couvrant mon mur comme un tableau d'opération. Pendant tout ce temps, Derek n'arrêtait pas d'essayer de me joindre. Des appels que j'ignorais. Des messages vocaux qui devenaient plus frénétiques. Un message est resté gravé dans ma mémoire. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Brooke ne joue plus à des jeux. Sa peur m'en disait plus que ses mots jamais ne pourraient le faire. Elle resserrait le contrôle, et les fissures montraient. Plus je découvrais, plus les enjeux devenaient évidents. Il ne s'agissait pas juste de drames familiaux ou d'un mariage raté. Il s'agissait de corruption. Tellement audacieuse qu'elle supposait que personne n'oserait la contester. Ma sœur avait bâti une carrière sur la manipulation, mais maintenant elle avait franchi un territoire qui laissait des victimes derrière elle, des vétérans sans logement, des familles sans stabilité. Je me suis assise à ma table de cuisine une nuit. Des preuves étalées devant moi. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son. Mon esprit rejouait chaque sourire suffisant, chaque commentaire dismissif que Brooke m'avait jamais lancé. Elle pensait m'avoir enfin battu. Mais il ne s'agissait plus de rivalité entre sœurs. Il s'agissait de justice. Quand Grant a appelé pour dire qu'il avait retracé d'autres virements via un compte offshore, j'ai saisi mon carnet et je l'ai ajouté à la liste croissante. Le filet se resserrait. Brooke et Derek croyaient que j'avais disparu pour de bon. Au lieu de cela, j'étais juste là, plus forte, plus disciplinée, et armée de preuves qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et si le SUV devant mon appartement était un signe, ils le savaient aussi. J'ai repris la route de Charleston sous prétexte de rendre visite à mes parents. Mais la vérité était plus lourde que le sac de voyage dans mon coffre. La ville avait l'air la même qu'au moment de mon départ. Porche calme, pelouses entretenues, voisins regardant derrière les rideaux. Si quelqu'un me reconnaissait, leur sourire était rigide, leurs yeux remplis de curiosité. Je n'étais plus la fille soldate rentrant de déploiement cette fois. J'étais la mariée en fuite qui avait laissé une ville pleine d'invités assis à un mariage sans mariés. Quand je suis entré par la porte d'entrée, les bras de maman m'ont serré instantanément. Elle ne se souciait pas des murmures. Ses larmes ont taché mon épaule, sa voix se brisant en disant « Tu es à la maison ». Papa a suivi derrière, son étreinte ferme mais plus courte, son silence plus lourd. Il ne m'a pas grondé, mais j'ai senti le poids de sa déception. La famille de Charleston vit de la fierté, et la mienne avait été brisée en 1000 morceaux par ma disparition. Nous nous sommes assis dans le salon où l'air semblait aussi raide que les meubles. Maman a lissé sa robe sur ses genoux, cherchant une explication sur mon visage. « Lindsay, ne peux-tu pas au moins essayer de recoller les choses avec Brooke ? C'est toujours ta sœur. Les familles se disputent, mais le sang est le sang. » Je me suis forcé à ne pas rire amèrement.
Le sang est exactement le problème. Maman, certaines choses ne peuvent pas être réparées. Brooke n'est pas juste autoritaire ou contrôlante. Elle n'est pas qui tu crois qu'elle est. La mâchoire de papa s'est serrée. Ta mère et moi savons qu'elle peut être ambitieuse, mais elle fait toujours partie de cette famille. Tu penses que la réponse est de la couper complètement? Ce n'est pas comme ça que les Whiters gèrent les choses. Ces mots avaient le poids de la tradition, mais la tradition ne couvre pas la fraude. Je n'ai pas discuté plus longtemps. Pas encore. Je ne pouvais pas leur décharger les preuves sans être sûr qu'ils me croiraient. S'ils pensaient que j'avais ruiné le mariage par traque, que diraient-ils si j'accusais Brooke de blanchir des millions? Le doute dans leurs yeux me briserait plus vite que la trahison elle-même. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous mettions à table pour dîner, Brooke est arrivée. Elle est entrée comme si elle possédait la maison, parfaitement habillée, son sourire assez large pour tromper quiconque ne savait pas mieux. Elle a embrassé maman sur la joue, a serré papa dans ses bras, puis s'est tournée vers moi avec un sourire suffisant caché derrière une chaleur fraternelle. Lindsay, de retour de ta petite aventure. J'ai serré ma fourchette jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Quelque chose comme ça. Elle s'est assise en face de moi, ses yeux ne quittant jamais les miens. Eh bien, c'est bien que tu sois là. Je racontais justement à maman et papa le nouveau projet immobilier que Derek et moi lançons. Il sera encore plus grand que le dernier. Nous rendrons à nouveau cette famille fière. Ces mots dégoulinaient de poison déguisé en miel. J'ai regardé les visages de mes parents s'illuminer d'espoir. Désespérés de s'accrocher à la version de la vérité de Brooke. La fierté était une drogue et Brooke savait exactement comment les garder accrochés. J'ai poussé mon assiette et j'ai essuyé ma bouche. Fier de quoi exactement? Des maisons à moitié terminées et des contrats gonflés. Les yeux de Brooke se sont rétrécis, son sourire s'est figé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le masque glisser. Puis elle a ri, un son répété pendant des années dans les tribunaux. Toujours aussi dramatique, Lindsay. Tu reviens de l'armée et tu penses que tout est un champ de bataille. Papa s'est raclé la gorge, essayant de désamorcer la tension. Ne transformons pas le dîner en dispute. Mais le mal était fait. Brooke savait que je ne bluffais pas, et je savais qu'elle n'était pas intouchable. Après le dîner, maman m'a tiré à part dans la cuisine. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et ta sœur, mais s'il te plaît, ne déchire pas cette famille. Quoi qu'il se soit passé avec Derek, laisse-le au passé. Je veux juste que mes filles s'aiment à nouveau. Son appel a profondément touché. Elle ne comprenait pas que Brooke avait déjà déchiré la famille. J'étais juste celle qui refusait de le cacher. J'ai embrassé sa joue, j'ai promis que j'essaierais, mais dans ma poitrine, la décision était déjà prise. Je n'allais pas essayer de faire la paix avec la corruption. J'allais y mettre fin. Cette nuit-là, allongé dans mon vieux lit, j'ai pensé au poids de l'honneur familial. À Charleston, les apparences étaient tout. Mais j'avais vu ce que les apparences coûtaient en uniforme. Des soldats qui souriaient à travers la douleur jusqu'à ce qu'elle les tue. Des officiers qui illustraient les rapports jusqu'à ce que l'échec ressemble à la victoire. La fierté était un masque dangereux, et Brooke en avait fait une arme. Avant l'aube, je me suis glissé dehors pour une course, martelant les rues calmes à chaque pas. Mon corps se souvenait du rythme du déploiement, stable et implacable. Alors que le soleil se levait sur le marais, j'ai senti la clarté s'installer. Brooke avait trompé la ville, avait maman et papa sous son influence. Mais elle ne m'avait pas. Plus maintenant. Quand je suis revenu, la sueur coulant dans mon cou, Brooke était déjà à table avec papa, lui montrant des brochures glacées pour le nouveau projet. Des mots comme honneur et héritage étaient imprimés en gros caractères, comme si cela pouvait cacher les millions manquants. J'ai pris une brochure, les feuilleter, et les reposer. Elle a l'air bien, ai-je dit sèchement. Voyons si le FBI est d'accord. Sa main s'est figée juste une fraction de seconde avant qu'elle ne force un autre sourire. Toujours à plaisanter, n'est-ce pas? Mais je ne plaisantais pas, et elle le savait. J'ai repris la route d'Atlanta avec un feu dans la poitrine. Chaque sourire suffisant, chaque brochure glacée que Brooke avait brandie à dîner ne faisait que confirmer qu'elle se croyait intouchable. Cette croyance allait être sa perte. Je n'étais plus seulement sa sœur cadette. J'étais une soldate qui savait comment monter un dossier et frapper au bon moment. La semaine suivante, je me suis assise avec Grant et Elena à une table d'angle dans un bar presque vide. Le jukebox fredonnait en arrière-plan pendant que nous étalions des papiers,
des contrats et des captures d'écran sur la table. Elena avait imprimé des déclarations de vétérans qu'elle connaissait personnellement. Des gars qui s'étaient inscrits à des programmes de logement à Charleston et avaient fini par dormir dans des voitures ou entassés chez des proches. Grant avait retracé des relevés bancaires supplémentaires montrant comment l'argent passait des contrats gouvernementaux à la société de Derek, puis disparaissait dans les filiales légales de Brooke. J'écrivais des noms, des dates et des montants en dollars dans mon carnet jusqu'à ce que l'encre traverse la page. Ce n'est pas juste de la négligence, ai-je dit. C'est du vol systématique, et elle parie que personne ne creusera assez pour suivre la piste. Grant a siroté sa bière, les yeux fixés sur les preuves. Tu as assez pour alerter les soupçons, Lindsay. La question est, veux-tu tout révéler ou t'assurer que cela explose personnellement à la figure? Je n'ai pas hésité. Les deux. Au cours des jours suivants, nous avons divisé les tâches. Elena a recueilli des déclarations sous serment de vétérans à qui on avait promis des maisons mais qui avaient été laissés à la dérive. Grant a conditionné les transferts financiers en une chronologie digeste. J'ai organisé le tout dans un dossier structuré comme un rapport militaire, clair, concis, et impossible à mal interpréter. Mais je savais qu'il ne fallait pas mettre toute ma foi dans un seul dossier. J'ai fait des copies de tout, en format numérique et papier. L'une est allée sur un disque cloud sécurisé, une autre sur une clé USB cachée dans la doublure de mon sac de sport. J'ai même envoyé une copie à une boîte postale sous un autre nom. Si Brooke pensait pouvoir enterrer la vérité en me réduisant au silence, elle serait déçue. Tard dans la nuit, après des heures de tri de fichiers, je me suis assise et j'ai regardé les preuves empilées sur ma table à manger. Pour la première fois, j'ai ressenti la même clarté que pendant une opération outre-mer. Un plan de mission entièrement formé, des objectifs clairs, des risques reconnus. La cible était évidente. Brooke avait bâti sa réputation sur le contrôle, sur une exécution sans faille. L'affaire tombée signifiait la frapper là où elle était la plus vulnérable, son image publique, et la parfaite opportunité arrivait. L'anniversaire de maman. Chaque année, mes parents organisaient une réunion. Amis, voisins, famille élargie. C'était le genre d'événement où Brooke s'assurait toujours d'être le centre de l'attention. Si elle prévoyait d'utiliser la fête pour montrer son nouveau projet, j'avais prévu de l'utiliser pour l'exposer. J'ai rencontré Grant le lendemain au stand de tir. Il m'a regardé décharger un chargeur dans la cible avec une précision mécanique. « Tu es tendu » a-t-il dit. « Je me prépare » ai-je répondu, en rangeant le pistolet dans son étui. Il ne s'agit pas seulement d'attraper Brooke. Il s'agit de prouver à mes parents qu'elle n'est pas l'enfant d'or qu'ils croient qu'elle est. Ils doivent le voir de leurs propres yeux. Grant a hoché lentement la tête. Alors assure-toi d'être prête pour les retombées. Les familles n'acceptent pas bien la trahison, même quand tu exposes le coupable. Oh, je savais qu'il avait raison. Mes parents seraient dévastés. Leur fierté, leur sens de l'honneur sudiste, leur besoin de croire que leurs deux filles avaient réussi quelque chose. Tout s'effondrerait en une nuit. Mais je ne pouvais pas les protéger en restant silencieuse. Le silence était l'arme exacte sur laquelle Brooke avait compté. Le matin de la fête, je me suis assise à ma table de cuisine avec le dossier final ouvert devant moi. J'ai glissé la pile de papier dans un dossier en cuir, du genre prévu pour des documents juridiques. Puis j'ai glissé 2 autres copies dans mon sac, l'une pour Army C, l'autre pour le FBI. J'avais déjà envoyé des versions numériques, mais tenir les copies papier me donnait le genre d'assurance que seul un soldat comprendrait. La redondance, c'est la survie. Avant de sortir, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Pas de robe de mariée cette fois, pas de faux sourire, juste moi dans une robe nette et simple, les cheveux relevés, et les mêmes yeux déterminés qui m'avaient porté à travers les déploiements. Je me suis murmuré, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Le trajet vers Charleston était silencieux, mais dans ma tête, le bruit était assourdissant. Chaque souvenir de rivalité enfantine, chaque ricanement de Brooke, chaque trahison se rejouait en boucle. Ma prise sur le volant se serrait à chaque kilomètre. Quand je suis entré dans l'allée de mes parents, la cour était déjà pleine de voitures. Des rires s'échappaient du Porsche, et la lumière chaude des lampes coupait l'air du soir. J'ai attrapé le dossier sur le siège passager et j'ai pris une profonde inspiration. À l'intérieur, maman m'a souri, me serrant fort. Les yeux de papa se sont adoucis, bien que sa posture soit restée raide. Les parents remplissaient le salon, les verres trinquaient, les assiettes empilées de nourriture. Et il y avait Brooke debout à côté de Derek,
le bras passé dans le sien, son sourire parfaitement étudié. Elle a levé son verre quand elle m'a vu. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de rentrer à la maison. Je n'ai pas bronché. J'ai marché droit devant elle, j'ai embrassé la joue de maman, j'ai serré papa dans mes bras et j'ai posé le dossier en cuir sur la table de la salle à manger. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était ferme pendant que je saluais mes proches, serrant les mains, souriant juste assez pour masquer la tempête qui grondait à l'intérieur de moi. Brooke gardait ses yeux sur moi, la suspicion scintillant sous son sourire poli. Derek avait l'air pâle, la sueur commençant déjà à perler à son col. Il savait ce que je portais. Il connaissait son poids. Alors que la soirée avançait, les gens ont commencé à se rassembler dans le salon pour le toast traditionnel. Brooke s'est raclé la gorge, prête à lancer sa performance sur les projets d'héritage et l'hommage aux vétérans. J'ai posé ma main sur le dossier, prête à couper ses mensonges avec la vérité. La maison était pleine de bavardages, de verres levés, de flashs d'appareils photo, la voix de Brooke résonnait avec autorité. Chaque mot était façonné pour charmer, mais je n'écoutais pas. Je regardais. Le timing était important, et j'avais appris il y a longtemps que frapper au bon moment était tout. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, mes parents rayonnant de fierté, mes proches accrochés au moindre mot de Brooke, le sourire nerveux de Derek craquant sur les bords. Mon pouls a ralenti, ma concentration s'est aiguisée. J'étais prête. Le tintement des verres s'est estompé alors que Brooke lançait son discours, se tenant droite avec la confiance de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. Elle tenait le microphone comme une politicienne chevronnée, remerciant les invités de leur présence, faisant l'éloge de nos parents, et se dépeignant comme la fille dévouée qui portait le nom de famille dans le futur. Sa voix s'est élevée alors qu'elle abordait le sujet que je savais venir. Derek et moi sommes fiers d'annoncer notre nouveau projet, a-t-elle dit, levant une brochure glacée. Une initiative de logement pour vétérans qui non seulement apportera l'honneur à cette famille, mais apportera aussi la stabilité à ceux qui ont servi. La foule a applaudi et mes parents ont rayonné de fierté. Brooke a fait une pause, laissant les éloges s'imprégner, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Ce sourire suffisant a courbé ses lèvres. Elle pensait que j'étais impuissante. Je me suis avancé, mes talons claquant sur le parquet, le dossier en cuir fermement sous mon bras. Chose drôle à propos de ce projet, Brooke, ai-je dit assez fort pour couper à travers la pièce. Il n'existe pas. Pas comme tu l'as vendu. Fin du chapitre. La pièce est devenue silencieuse. Le genre de silence qui vous hérisse les poils. Ma mère a souri. Mon père a serré son verre et Derek s'est figé à côté de Brooke comme un cerf dans les phares. Brooke a ri, doux et répété. Lindsay, vraiment? C'est l'anniversaire de maman, pas un tribunal. Tu es parti trop longtemps. Tu ne comprends pas comment fonctionne le développement. J'ai laissé tomber le dossier sur la table avec un bruit sec. Je comprends parfaitement. Je comprends les contrats signés et jamais remplis. Je comprends les fonds gouvernementaux transférés vers des sociétés fictives que tu représentes. Je comprends les vétérans laissés sans logement pendant que toi et Derek vous remplissiez vos poches. Des halètements ont parcouru la foule. Quelques parents se sont rapprochés pour saisir chaque mot. Les yeux de Brooke se sont rétrécis, le sourire glissant pour la première fois. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti la première série de documents, les tenants. Ce sont des registres de propriété. Terrains achetés, contrats signés, fonds distribués. Mais où sont les maisons? Où sont les maisons promises à la famille? Je vais vous dire où. Elles sont dans des motels. Elles sont sur des canapés. Elles attendent pendant que tu encaisses. Le visage de Derek était pâle, la sueur lui coulant sur les tempes. Il a tiré sur sa cravate et a chuchoté quelque chose à Brooke, mais je ne les ai pas laissés se regrouper. J'ai sorti une autre feuille, les claqué sur la table. Virement bancaire. De l'argent circulant des comptes gouvernementaux vers la société de Derek, puis en ressortant en quelques jours. Directement dans des sociétés liées à ton cabinet d'avocat. Brooke, tu n'as pas seulement permis cela, tu l'as orchestré. La pièce bourdonnait de murmures choqués. Mon père s'est avancé, sa voix basse mais tranchante. Brooke, est-ce vrai? Brooke s'est redressé, son masque retrouvant sa place. Papa, s'il te plaît. Ce sont des accusations sans fondement. Lindsay a toujours été dramatique. Elle est en colère à cause du mariage et maintenant elle essaie de nous ruiner tous.
J'ai sorti la dernière feuille du dossier. Ma voix stable. Sans fondement. Derek m'a admis il y a des semaines que tu étais le cerveau. Il a dit que tu lui avais dit que je n'irais jamais contre la famille. Il avait tort. Je ne te couvre pas. Pas cette fois. L'aplomb de Brooke s'est fissuré. Sa mâchoire s'est serrée. Ses yeux ont balayé la pièce, cherchant un soutien qui n'était pas là. Les épaules de Derek se sont affaissées, vaincues, comme s'il savait que les murs se refermaient. Puis une nouvelle voix a rompu la tension. Madame, dit un homme en costume sombre près de la porte. Tout le monde s'est tourné alors que deux agents entraient dans la pièce, leur badge levé. Nous sommes du FBI. Nous aimerions avoir une conversation à propos de ces documents. La foule a halté à nouveau, les murmures se transformant en choc pur. Le visage de Brooke a pâli alors que les agents approchaient. L'un a pris le dossier de ma main, feuilletant les pages d'un œil expert, il a hoché la tête à son partenaire. Cela correspond à ce que nous avons enquêté. Merci, Miss Whittaker, a bégayé Brooke, sa voix maintenant stridente. C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement faire irruption à une fête privée. L'agent l'a coupé calmement. Nous avons un mandat. Miss Whittaker, Monsieur Colligne, vous devrez nous accompagner. Des exclamations ont éclaté. Des proches ont halté. Ma mère s'est pressé une main sur la poitrine, et mon père est resté figé sur place. Derek a essayé de fuir, mais le deuxième agent a attrapé son bras et l'a menotté avant qu'il n'atteigne la porte. Brooke, s'accrochant encore au dernier lambeau de contrôle, m'a regardé avec du venin dans les yeux. Tu penses avoir gagné? Tu as détruit cette famille. J'ai rencontré son regard sans broncher. Non, Brooke, tu l'as fait toi-même. Les agents les ont escortés dehors, leurs chaussures cirées résonnant dans le couloir. La pièce est restée silencieuse. Chaque invité me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Les yeux de ma mère se sont emplis de larmes, pas de fierté, pas encore, mais de chagrin pour l'illusion qui venait de se briser. Mon père a finalement parlé, sa voix basse et lourde. Lindsay, qu'as-tu fait? Je me suis tourné vers lui, ma gorge serrée, mais mes mots fermes. Ce que j'ai dû faire, ce qu'elle ne m'a pas laissé le choix de faire. Personne n'a bougé. Le poids des années de fierté familiale, d'honneur sudiste, d'apparence soigneusement créée, flottait dans l'air comme de la fumée. J'ai ramassé le dossier vide sur la table, l'ai glissé sous mon bras, et je me suis tenu droite. La fête était terminée, bien que personne n'ait osé le dire. Le matin après la fête, la machine à commérage de Charleston tournait déjà à plein régime. Les voisins qui murmuraient autrefois à mon sujet en tant que marié en fuite étaient maintenant en effervescence à propos des agents du FBI qui sortaient Brooke et Derek de la maison de mes parents menottés. Des gros titres sont apparus en ligne en quelques heures. Avocate locale et promoteur sous enquête fédérale pour fraude au logement des vétérans. L'image dorée que Brooke avait passé des années à polir s'est fissurée de toutes parts et il n'y avait aucun moyen de la réparer. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, fixant le journal étalé sur le comptoir. Maman s'est assise en face de moi, le visage pâle, les yeux gonflés d'une nuit de larmes. Elle n'a rien dit au début. Elle m'a juste étudié comme si elle essayait de réconcilier la fille qu'elle pensait avoir avec la femme qui venait de faire exploser leur monde. Finalement, elle a murmuré, « Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé d'abord ?» J'ai posé ma tasse, stabilisant ma voix. « Parce que vous ne m'auriez pas cru. Vous auriez pensé que j'étais dramatique ou jalouse. » Et Brooke comptait là-dessus. Elle comptait sur nous tous pour avoir trop peur de la remettre en question. Papa nous a rejoints, son expression lourde comme de la pierre. Il a croisé les bras et a laissé échapper un long soupir. Ta mère et moi vous avons élevés pour que vous vous protégiez mutuellement, pour que vous teniez le nom de cette famille haut. Et maintenant il s'est arrêté, secouant la tête. J'ai rencontré ses yeux. Papa, tenir le nom de la famille haut ne signifie pas protéger la corruption. Cela signifie protéger l'intégrité. C'est ce que tu m'as appris. C'est ce que l'armée m'a inculqué chaque jour. Si j'avais fermé les yeux, j'aurais trahi tout ce que tu as jamais représenté. Ses épaules se sont adoucies, le poids de la vérité s'est installé sur lui. Pour la première fois depuis mon départ avant le mariage, j'ai vu une lueur de fierté revenir sur son visage, enfouie sous la déception et le choc. Il ne l'a pas dit, mais je savais qu'il comprenait. À la fin de la semaine, l'enquête faisait la une des journaux nationaux. Les journalistes ont envahi le palais de justice de Charleston.
Des vétérans sont venus raconter des histoires de promesses non tenues, et le nom de Brooke était lié à chaque gros titre concernant la fraude et la trahison. Derek, désespéré et pâle, a accepté de coopérer, mais cela ne l'a pas sauvé de la disgrâce d'être étiqueté comme un escroc. Brooke s'est battu plus fort, qualifiant tout cela de campagne de diffamation. Mais la piste papier que j'avais construite était impénétrable. Plus elle criait, plus elle avait l'air coupable. À Atlanta, la vie a continué. Je me suis présenté aux exercices de la réserve de l'armée. Le poids de mon uniforme était plus stable que jamais. Mon unité ne me traitait pas comme un scandale ou une victime. Il me traitait comme le sergent Whittaker, quelqu'un qui savait tenir sa position. C'était suffisant. Un après-midi, après l'entraînement, Grant m'a trouvé devant le corps de garde. Il s'est appuyé contre son camion, les bras croisés, avec ce sourire de travers sur le visage. Alors, Whittaker, on dirait que tu as réussi à énerver la moitié de Charleston et à faire les gros titres nationaux en même temps. Pas mal pour une mariée en fuite. J'ai levé les yeux au ciel, mais un sourire a tiré mes lèvres. Tu dis ça comme si je l'avais planifié. Il a haussé les épaules. Peut-être que tu ne l'as pas planifié, mais tu l'as exécuté, et c'est ça qui compte. Nous avons dîné dans un petit dîner après, le genre d'endroit avec des banquettes en cuir craquelé et des serveuses qui vous appelaient honorable. Pour la première fois, je me suis permis de rire sans le poids de la culpabilité qui m'écrasait. Grant n'a pas rempli le silence de promesses vides. Il n'a pas essayé de me réparer. Il a juste écouté. Il a raconté des blagues sarcastiques et m'a rappelé que la vie ne finissait pas avec la trahison. Elle pouvait recommencer avec l'honnêteté. Des semaines plus tard, je suis retourné à Charleston une dernière fois. Pas pour Brooke, pas pour Derek, mais pour mes parents. Ils étaient plus silencieux maintenant, humbles face aux retombées. Les voisins qui murmuraient à mon sujet évitaient maintenant mon regard. Maman m'a accueilli à bras ouverts, son étreinte plus serrée que jamais, comme si elle avait peur que je m'échappe à nouveau. Papa m'a serré la main avant de me tirer dans une étreinte qui a duré plus longtemps que toutes celles que nous avions partagées auparavant. Dans la cuisine, l'odeur du coblé aux pêches de maman remplissait l'air. Elle m'a assise à table et a murmuré, « Je ne sais pas comment donner un sens à tout ça, mais je sais que tu as fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas détruit cette famille. Tu l'as sauvée de la pourriture. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Pendant des mois, j'avais porté la culpabilité d'avoir abandonné le mariage, d'avoir humilié mes parents, d'avoir déchiré le tissu social de Charleston. Mais à ce moment-là, j'ai compris la vérité. Je n'avais pas fui par lâcheté. J'avais fui parce que je refusais de vivre un mensonge. Plus tard dans la soirée, alors que je préparais mon sac pour retourner à Atlanta, je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte de ma chambre d'enfance. La robe de mariée pendait encore dans la penderie, intacte, sa dentelle jaunissant dans l'ombre. Autrefois, elle symbolisait tout ce que je pensais vouloir. Maintenant, ce n'était plus que du tissu. J'ai fermé la porte et je l'ai laissée derrière moi. De retour à Atlanta, ma vie était stable. Le travail au cabinet me donnait un but. Mes fonctions de réserve me gardaient alerte et les soirées passées avec Grant me rappelaient que les relations ne devaient pas être fondées sur des mensonges. Certains soirs, je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville scintiller dans le ciel nocturne et je pensais à la jeune fille qui avait jadis été terrifiée de recommencer. Elle était partie maintenant. À sa place se tenait une femme qui avait survécu à la trahison, qui avait exposé la corruption et qui avait reconstruit sa vie selon ses propres termes. Les gens de Charleston murmuraient encore à mon sujet. J'en étais sûr. Pour certains, je serais toujours la mariée qui s'était enfuie. Laissez-les parler. Leurs murmures ne me définissaient plus. Je savais mieux. Je n'étais pas une lâche. J'étais une soldate, une fille, et une femme qui avait choisi la vérité plutôt que les apparences. La dernière leçon était claire dans mon esprit, une que je portais comme un mantra. Fuir n'était pas de la faiblesse. Parfois, c'était le choix le plus courageux que l'on puisse faire. Et quand j'ai fui, je ne me suis pas seulement sauvé moi-même. J'ai sauvé l'honneur que ma sœur avait essayé d'enterrer. L'armée m'avait appris que l'honneur n'était pas un mot que l'on portait sur un uniforme. C'étaient les choix que l'on faisait quand personne ne regardait. J'avais fait les miens. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. En regardant en arrière, je vois clairement le chemin maintenant. J'aurais pu rester à Charleston, jouer la sœur obéissante, et vivre une vie construite sur les mensonges de Brooke.
Mais partir n'était pas de la faiblesse, c'était de la survie. Je ne me suis pas seulement protégé. J'ai protégé la vérité, l'honneur de l'uniforme que je porte toujours, et les valeurs que mes parents m'avaient appris à croire. La famille ne signifie pas une loyauté aveugle. Cela signifie avoir le courage de se lever quand quelqu'un qu'on aime trahit tout ce qu'on défend. Et s'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que fuir un mensonge n'est pas de la lâcheté.